Bonjour et merci d'être venu en nombre. C'est pour moi à la fois une joie et un honneur d'animer le premier débat de ce forum. C'est un débat, vous le savez, qui est consacré à la liberté d'informer et la liberté d'être bien informé. Les vrais termes du débat, ça serait peut-être la liberté d'être bien informé plutôt que la liberté d'être informé. On aura l'occasion d'en reparler. Je ne vais pas vous faire une introduction bien longue parce que Roland Quirol avec son billet, puis Thibaut Delavigne avec son film ont assez bien exposé les deux problèmes principaux de la presse aujourd'hui. Elle est en crise, vous le savez. Elle est en pleine mutation. On ne sait même pas à quoi elle ressemblera demain ou après-demain. On n'a qu'une certitude, et vous l'avez entendu dire tout à l'heure, il n'y a pas de liberté sans liberté de la presse. Je vous propose un débat en trois grandes parties, ce qui ne nous empêchera pas de faire des sous-parties avec les intervenants que je vais vous présenter dans un instant. La première partie, ce serait quelles sont les limites que rencontrent les journalistes dans l'exercice de leur métier, donc dans leur liberté d'informer. Et vous allez voir que chacun ici rencontre des difficultés qui sont très différentes. Nous faisons le même métier, mais peut-être que nous ne faisons pas le même job. La deuxième partie, ce serait la relation entre les médias traditionnels et les nouveaux médias que sont les réseaux sociaux, qui bousculent les uns et les autres, quelquefois pour le meilleur, quelquefois pour le pire, comme le disaient mes prédécesseurs. La troisième partie, ça serait ouvrir des solutions pour cette crise terrible que joue la presse, et en se posant la question, est-ce que ça n'est pas le lecteur lui-même qui est une partie de la solution? Donc, pour débattre de tout ça, nous avons une heure, et ensuite nous aurons une petite heure, et nous aurons 3/4 d'heure ensuite pour un question-réponse avec la salle. Pour débattre de ces trois grandes questions, nous avons d'abord Sophie Fay. Sophie est journaliste économique à l'Obs, où elle est chef du service économique depuis 9 ans, je crois. Auparavant, elle est passée par Le Figaro et par Le Monde. Elle s'est spécialisée au tout début en finance et en banque, et maintenant elle est plutôt spécialisée dans l'analyse de la politique économique. Thibaut Delavigne, qui est notre Benjamin, et heureusement qu'il est là parce qu'il nous apporte autre chose. Lui ne fait pas partie des médias dits traditionnels. Donc vous le savez puisque François nous l'a présenté brièvement tout à l'heure, il est journaliste à Street Press, qui est un média en ligne qui existe depuis 10 ans, un média qui s'adresse surtout aux 15-35 ans, qui couvre surtout Paris et la banlieue et qui traite de société et de politique. Je ne me trompe pas. Auparavant, Thibaut a dirigé Radio Campus. C'est une radio associative qui a 30 antennes en France, une radio associative étudiante. Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express depuis 28 ans, spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient, également professeur de journalisme à Sciences Po. Vous le savez, François l'a dit pour moi, il rentre de la tournée africaine de Macron. Il vient de sortir un livre très intéressant qui s'appelle Kadhafi aux éditions Perrin. Et enfin, Fabrice Lhomme, grand reporter au Monde, spécialisé dans les affaires politico-financières. Il a sorti des affaires et des scoops retentissants, notamment HSBC, l'affaire Bettencourt, Bernard Tapie, il y en a plein d'autres. Il est passé par Mediapart de 2008 à 2011 et il est revenu au Monde où il était auparavant. Et son dernier ouvrage, je crois que vous en avez tous entendu parler, signé avec Gérard Davet, son compère, son confrère, j'ai envie de dire son Pax, un président ne devrait pas dire ça. Un mot enfin sur moi, pour que vous sachiez quand même qui je suis et à quel titre je m'exprime ici. J'ai été journaliste au Monde pendant 17 ans. J'ai quitté le journal il y a 2 ans, mais pas tout à fait quitté le métier. J'étais chargée des pays du Maghreb et quand j'ai été expulsée par l'ancien président tunisien Ben Ali de Tunisie en 2010, je suis passée grand reporter sur les pays émergents jusqu'à mon départ du Monde en 2015. Et maintenant, je suis grand reporter pigiste pour le Monde diplomatique. Dernière petite précision, vous étonnez pas si je tutoie les intervenants, je ne vais pas faire l'hypocrite et les vous voyez, parce que d'abord, je les connais pour la moitié d'entre eux, si ce n'est les 2/3. Et c'est une tradition dans le métier, quel que soit l'âge et quelles que soient les circonstances, on se tutoie toujours. Voilà.
Donc, on va commencer notre conversation, si on peut dire, avec la première partie. Je voudrais faire parler chacun, relativement brièvement quand même, sur les limites que rencontre le journaliste. Par exemple, Sophie, toi, à l'Obs, quelles sont tes limites dans l'exercice de ton métier ? Eh bien, puisque je suis journaliste économique, j'aurais dû venir avec mes courbes, vous faire un peu de François Langlais. Et je vais le faire un peu quand même. En fait, imaginez une paire de ciseaux. La courbe du haut, c'est la branche du haut, ce sont le nombre de communicants dans les entreprises et les agences de communication. Et la branche du bas, c'est le nombre de journalistes. Depuis que j'ai commencé à travailler dans ce métier, on a de plus en plus d'équipes en face dans toutes les grandes entreprises, dans toutes les petites entreprises, et puis d'équipes qui conseillent les équipes de communication qui sont les agences de communication. Et nous, en revanche, les journalistes, on n'arrête pas de voir notre nombre diminuer. Quand j'ai démarré à la fin des années 80, j'ai commencé à travailler dans un journal qui s'appelait la GFI, qui aujourd'hui existe en ligne, mais qui n'existe plus en papier, et qui est devenu une lettre très spécialisée. Mais il y avait aussi la Tribune, il y avait la Correspondance économique, il y avait 2 ou 3 agences de presse économique. Il y avait bien sûr les Échos, le Figaro Économie, déjà Le Monde. Depuis, le seul qui s'est renforcé beaucoup en économie, c'est Le Monde. Et la Tribune est devenue un journal en ligne de plus en plus spécialisé, de plus en plus tourné vers l'organisation de colloques et ne fait plus une concurrence directe aux Échos. Et donc ça, c'est devenu de plus en plus difficile puisque nous sommes sans arrêt en train de digérer une communication qui a été mise en forme pour nous donner une certaine image des entreprises, de leurs comptes, de ce qu'elles font. On nous invite sans arrêt à aller visiter des nouvelles agences bancaires, à regarder comme ils sont très bien organisés pour parler aux clients, mais quand vous voulez parler de ce qu'ils font dans les paradis fiscaux, quand vous voulez un peu comprendre leurs comptes, et ça, il n'y a plus d'interlocuteurs. Donc moi, je trouve que ce qui est devenu vraiment difficile, c'est cet écart-là qui fait que les journalistes économiques sont toujours aussi dévoués, aussi motivés, mais qui sont confrontés sans arrêt à ces communicants qui, eux, essayent de limiter l'accès à l'information ou de ne donner accès qu'à une information prédigérée et pas très intéressante. Et toi, Vincent, qui travaille sur l'international ? En fait, la première difficulté objective, c'est que j'ai le douteux privilège de travailler pour l'essentiel dans des pays où le journaliste, étranger ou pas d'ailleurs, n'est pas le bienvenu. Donc il y a une forme d'adversité qui est consubstantielle à l'exercice de mon métier. Pour autant, si l'on pouvait établir une sorte d'échelle objective du risque et du danger, le curseur est maintenant beaucoup plus près du 10 qu'il l'était naguère, tout simplement parce que la conflictualité même a changé. Il n'y a plus de guerre conventionnelle où 2 armées s'opposent pour défendre une frontière, conquérir ou reconquérir un territoire. On est dans des logiques de conflits miliciens, donc sans règles, sans normes et évidemment sans respect ni pour l'ONG, l'humanitaire, ni pour le journaliste, qui est très souvent d'ailleurs assimilé à un espion de l'ennemi, avec une forme de paranoïa cultivée par les petits caïds locaux. Cela étant dit, j'ai un peu tenté de théoriser cet exercice particulier du journalisme dans un enseignement que je donne à la fois donc à l'école de journalisme de Sciences Po et à l'école supérieure de journalisme de Lille sur le reportage en territoire hostile. La notion n'est pas kilométrique. Le territoire hostile est peut-être au coin de la rue. J'ai toujours considéré, et je le dirai la tête sur le bio, qu'enquêter sur les filières du crack dans le 9-3 suppose autant de pugnacité, voire de courage, que d'être en 1994, comme c'était mon cas au Rwanda pendant le génocide. Un point quand même qui m'est apparu très vite comme essentiel. Je travaille donc le plus souvent dans des pays où l'exercice du journalisme vous expose non pas à écorcher votre ego, mais vous expose simplement à la mort. C'est-à-dire qu'il y a des pays où le journaliste qui s'efforce d'accomplir sa mission risque au mieux de perdre son job, sa maison, d'être chassé de son quartier,
mais peut finir dans un cul de basse-fosse ou devant un peloton d'exécution. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme d'obscénité chez les journalistes nantis, que nous sommes, chez les Occidentaux, à invoquer je ne sais quel prétexte pour justifier leur propre apathie. Si vous voulez, il y a 2 phrases qui, pour moi, sont fatales dans une conférence de rédaction. La première, c'est « mais ça n'intéresse personne ». Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as pas essayé. La deuxième, c'est « oh, mais là-bas, il ne se passe rien ». Moi, ça fait 30 ans que je cherche un endroit au monde où il ne se passe rien, je n'ai toujours pas trouvé. Donc, j'ai cette sorte de doctrine personnelle très simple qui est de dire que si nous consacrions autant de temps et d'énergie à faire les enquêtes et à les conduire jusqu'à leur terme, qu'à expliquer pourquoi nous ne pouvons pas les faire, eh bien, nos lecteurs seraient moins frustrés et sans doute moins volages. Donc ça, c'est vraiment, je voudrais vraiment qu'on ait à l'esprit cette dimension-là, c'est que ailleurs, dans cet ailleurs que nous connaissons tous pour l'avoir fréquenté de près ou de loin, eh bien, c'est bien sa vie que l'on risque et non pas son statut social. Un dernier point, et je termine là-dessus. Quand j'aborde ces questions avec mes étudiants, je leur dis une chose très simple. Je leur dis, si vous n'êtes pas prêts à prendre un aller simple pour le tumulte et l'intranquillité, faites autre chose. Si vous voyez dans l'exercice du journalisme un accès à une forme de notabilité, oubliez. Il y a 1000 autres métiers qui seront infiniment plus satisfaisants que vous. Je considère encore une fois que pour rester vivant, le journalisme doit être peuplé d'empêcheurs de massacrer, de frauder, de tricher et d'avilir en rond. Voilà. Merci Vincent. Thibault, je suppose que toi, tes limites sont assez radicalement différentes d'à Vincent, dont je signale au passage qu'il fait partie encore, comme il le disait lui-même, des journalistes nantis qui peuvent encore aller sur le terrain, c'est-à-dire qui font partie d'une rédaction où on leur donne les moyens de travailler, où on les envoie en reportage, et ça devient de plus en plus rare. Thibault, toi, à Street Press, c'est quoi tes limites? Alors, effectivement, nous, on est très peu à l'étranger, voire pas du tout. Après, on a traité un peu les fours à crack du 93 et du Nord parisien. Effectivement, ce sont des univers particulièrement compliqués et dangereux. Mais au-delà de ça, la limite qui est la nôtre, en tout cas, on est une toute petite rédaction. En tout, dans l'équipe, on doit être une dizaine, une trentaine, si vous incluez les pigistes et éventuels stagiaires qui peuvent venir nous prêter main forte. Donc, notre première limite, elle est économique, c'est-à-dire que c'est tout simplement une limite de moyens. On est dans une économie, en tout cas chez Street Press et chez les pure players indépendants, on est clairement sur une économie d'épicerie. On fait ce qu'on peut avec des bouts de ficelle. Et pour l'instant, c'est pas du tout pour me plaindre que je vous dis ça, c'est simplement pour vous dire qu'on le fait à l'énergie, à la niaque, à l'envie, parce qu'on est persuadé que c'est important de le faire, qu'il faut continuer à se battre pour sortir des infos. Mais d'un autre côté, effectivement, il est absolument hors de question de renoncer à aller sur le terrain et vous lirez très rarement, voire absolument jamais sur Street Press une information qui est reprise et qui n'est pas une information originale qui vient directement du terrain. Mais effectivement, on a une limite qui est une limite économique de moyens. C'est extrêmement difficile pour nous de déployer, par exemple, 2 journalistes ou un journaliste pendant ne serait-ce qu'un mois et demi sur une enquête. Pour nous, c'est très compliqué parce que ça veut dire que derrière, il n'y a pas de papier qui sortent sur le site internet et si on ne sort pas de papier, on n'a plus de lecteur. Donc la limite, elle est celle-là. Et puis, je crois qu'on abordera cette question un petit peu plus tard, mais comme on est sur le web, les formats évoluent très vite, changent très vite, et du coup, ça nous demande une espèce de formation permanente qui est un peu une course à l'échalote, passionnante, mais quand même une course à l'échalote dans laquelle, des fois, on a peut-être un peu l'impression de s'épuiser, quoi. Voilà. Vous arrivez quand même à gagner votre vie? Oui, alors on finira certainement pas millionnaire, mais on gagne très mal notre vie, mais on gagne notre vie, on vit notre métier en tout cas. Voilà. Fabrice, toi, les limites? Alors, parce que tu mets tout le temps ton nez dans des affaires touchy. Oui, mais alors comme tout à l'heure Vincent expliquait bien à quel point le danger était en quelque sorte consubstantiel à son secteur, le fait de voyager dans des pays, de faire du grand reportage dans des pays qui ne sont pas stables, où la vie des journalistes locaux en tous les cas est menacée, eh bien moi étant catalogué entre guillemets journaliste d'investigation, même si c'est une étiquette que je réfute parce que c'est une caricature absolue, mais en tous les cas, disons que je suis un journaliste spécialisé dans les enquêtes sensibles, pour résumer, le
le risque, les ennuis, etc., c'est mon quotidien. Pour le coup, c'est totalement consubstantiel et je ne me verrais pas, enfin, je me vois mal me plaindre de me retrouver dans des situations embarrassantes, voire parfois dangereuses. Sinon, il faudrait que je fasse autre chose, hein, tout simplement. Dans aucun pays qui soit, même les plus pacifiques, les journalistes qui mettent leur nez là où il ne faut pas le mettre, ils ont tous des ennuis, plus ou moins graves, plus ou moins sérieux. Après, il faut relativiser. Moi, j'avais participé à une conférence à Belgrade il y a quelque temps sur le journalisme d'investigation, justement. Et c'était très intéressant parce qu'on avait confronté nos expériences. Alors, il y avait des journalistes qui venaient du Pakistan, qui venaient d'Inde, qui venaient du Brésil, du Mexique, etc. Et quand est venu notre tour avec mon collègue Gérard Davet de raconter nos difficultés à effectuer nos investigations, j'allais dire, j'ai même pas eu le courage ou le cœur de dire les ennuis qu'on pouvait avoir. Parce que la différence, si vous voulez, entre un journaliste mexicain et moi, par exemple, un journaliste mexicain qui enquêterait sur des hommes politiques corrompus, c'est que le journaliste mexicain, il va être menacé de mort. Moi, j'ai été menacé de mort aussi. Mais le journaliste mexicain, il y a de fortes chances pour qu'on le retrouve un matin dans une fosse décapité. Ce qui n'est pas le cas en France. Donc, non, mais quand même, je ne commets pas une indiscrétion en disant que tu as été sous surveillance policière avec Gérard Davet toutes ces dernières années. En fait, suite justement à des menaces de mort qui étaient jugées par la police comme, on va dire, plus sérieuses que d'autres, on nous avait imposé en quelque sorte une surveillance, enfin une protection, lapsus, voilà, protection policière pendant 2 ans, mais qui était très très dur à vivre, puisque d'abord c'est un peu intrusif, et ensuite parce que c'est quand même le meilleur moyen de dissuader les sources de venir nous parler, puisqu'évidemment, si on sait que vous êtes même protégé, mais que vous êtes du coup accompagné, les personnes que vous êtes censés voir confidentiellement, elles font demi-tour. Donc voilà, mais j'allais dire, moi, ce qui m'a beaucoup plus préoccupé dans la période récente, où avec mon collègue, on a effectivement été très mis en avant, pas toujours de la meilleure façon d'ailleurs. On a été très médiatisé. Il y a eu ces menaces de mort, mais à la limite, ça, encore une fois, ça me laisse totalement indifférent. Par contre, ce qui m'a beaucoup plus gêné, c'est que au sein même de la profession, pour nous décrédibiliser, nous déstabiliser, certains journalistes, instrumentalisés par des hommes politiques, ont fait des choses qui nous concernaient, Gérard Davet et moi-même, qui sont totalement scandaleuses, déontologiquement. Donne-nous des exemples. Oui, je peux vous donner 2 exemples très précis qui se sont succédés. Ça a d'abord été le Journal du Dimanche, qui a publié des extraits de l'agenda de François Hollande, et surtout qui a mis en scène cet agenda, c'était en 2014, pour suggérer l'idée que mon collègue et moi, qui écrivions un livre sur François Hollande, qui depuis est passé à la postérité, mais qui à l'époque, dont l'existence était connue, puisque nous avions dit à l'avance que nous allions faire ce projet, eh bien, un rendez-vous avec François Hollande avait été mis en rapport avec des informations qu'on avait publiées dans Le Monde qui mettaient en cause Nicolas Sarkozy, et l'article laissait clairement entendre que nous étions les membres d'un cabinet noir dirigé par le Parti Socialiste, etc. Ce qui était non seulement faux, mais accessoirement totalement diffamatoire. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était une première salve, c'est que c'était quand même aussi la première fois qu'on publiait la preuve d'un rendez-vous entre des journalistes et non pas une source, mais quelqu'un, en l'occurrence un président de la République. J'allais dire, ça ne se fait pas vraiment. Et ensuite, vous avez un autre journal, j'allais dire un peu moins respectable, en tout cas à mes yeux, qui s'appelle Valeurs Actuelles, qui a fait plus fort quelques temps plus tard, puisque là, on a été carrément suivis, on a été espionnés, filés, et ont été publiés nos rendez-vous, la liste de nos rendez-vous, les personnes qu'on avait vues sur une période de temps donnée, ce qui voulait dire qu'on avait été donc espionnés, et que par ailleurs, c'était évidemment une violation du secret des sources des journalistes, qui était d'autant plus choquante qu'elle provenait de journalistes eux-mêmes. On a été placé sur écoute par la police. Déjà, on a eu plein d'ennuis voilà, que beaucoup de journalistes connaissent. Mais là, c'était la première fois que l'attaque venait de notre propre camp, si je puis parler de camp, en tout cas de notre propre corporation. Donc, dans toutes les j'allais dire, les déboires que j'ai pu rencontrer, qui, à mon avis, sont des déboires qu'on peut comprendre, des choses assez normales qui arrivent à un journaliste qui subit des pressions, qui est ennuyé, qui est menacé, etc. Moi, finalement, ce qui m'a le plus choqué dans la période récente, c'est le fait que le danger ou les menaces ou les attaques puissent provenir de la profession elle-même. Et ça, c'est très, très inquiétant parce que ça signifie qu'au moins une partie de notre profession est l'objet de manipulation, d'entrisme à des fins souvent politiques, très clairement, pour déstabiliser d'autres confrères. C'est ça, mais là, on le sait
sais bien que c'est une corporation qui n'est pas tendre et qui est vite prise par le démon de la jalousie. Mais maintenant, donne-nous un petit bon exemple d'une enquête récente ou lointaine avec les difficultés, les embûches que tu as trouvées. Là, tu nous as parlé des difficultés venant de la jalousie des confrères. Mais maintenant, donne-nous un exemple d'enquête. Comment tu fais et à quoi tu te heurtes? Alors après, si je vais prendre un exemple plus classique, qui est plus positif en quelque sorte, qui serait l'exemple d'une enquête au long cours sur finalement une petite information, mais qui va faire beaucoup de buzz. C'était la découverte du fait que Nicolas Sarkozy, était sur écoute. Et ça, c'est une information qui, mine de rien, était très difficile à obtenir, dont la confirmation était plus que pénible à avoir, sans compter qu'il fallait obtenir l'information qu'on a vue par une source, mais qui n'était pas totalement fiable, qu'il était sur écoute, et surtout savoir pourquoi il était sur écoute. Et découvrir qu'en fait, il y avait une affaire derrière de corruption à la Cour de cassation, dans laquelle il est aujourd'hui mis en examen et même renvoyé devant le tribunal correctionnel. Et cette affaire-là, rien que vérifier l'information comme quoi Nicolas Sarkozy était sur écoute, ça nous a pris des mois, ce qui paraît absolument ahurissant, parce que les quelques personnes qui étaient dans le secret étaient totalement terrorisées à l'idée que l'information puisse fuiter, et notamment de crainte, alors premièrement de nuire aux investigations, c'est-à-dire de nuire au contenu des écoutes qui visaient Nicolas Sarkozy lui-même, et d'autre part de crainte aussi d'être éclaboussé par cette révélation et de crainte d'être accusé d'avoir violé je ne sais quel secret et de l'avoir transmis aux journalistes. Donc ça a été un casse-tête terrible, ça a été un enfer, et je me souviens encore d'un rendez-vous derrière un kiosque à journaux, mais c'est presque un lapsus parce qu'il y en a de moins en moins, un kiosque à journaux sur un trottoir parisien avec une source, là vraiment comme dans les films, qui nous avait donné un rendez-vous à l'avance sur un autre téléphone, et il a fallu changer de trottoir et on n'a pas pu prendre de café avec cette personne, il a fallu qu'on marche dans un endroit un peu obscur de Paris et qu'on pose nos questions pour avoir les informations qu'on voulait. Et là je me suis retrouvé comme vraiment la caricature d'un film, d'un polar, d'un film d'espionnage, et je me suis dit mais est-ce que c'est pas délirant tout ça quand même? Parce que malgré tout, on était dans le cadre d'une enquête judiciaire. La police, la justice faisaient leur travail dans un cadre délimité, etc. Nous, journalistes, cherchions à recouper une information, ce qui est notre travail. Et il y a un tel culte du secret en France, et surtout une telle crainte des conséquences que peut avoir la révélation d'un secret. Alors moi, c'est mon travail, révéler des secrets, que ça prend des proportions qui sont absolument hallucinantes. Très bien, tout à fait intéressant. Peut-être qu'il faut que nous passions à notre deuxième partie, à moins que sur la première, vos limites à la liberté d'informer. Non, je voulais juste vous voudriez ajouter quelque chose? Rajouter une petite chose. Alors évidemment, pour les journalistes économiques, on n'a pas du tout le degré d'émotion ou d'engagement physique que vous pouvez avoir, mais on a un autre type de pression, c'est-à-dire que quand vous écrivez sur certaines entreprises ou sur certaines personnalités, la menace immédiate, c'est de couper la publicité. Et donc c'est arrivé souvent. Donc on a une défense de ce point de vue-là, c'est que heureusement on est nombreux et on a des confrères indépendants à qui on peut donner l'info, qui la font fuiter. En général, ça suffit parfois pour faire rétablir le budget, mais parfois ça ne suffit pas. Et vous avez des gens qui en sont qui utilisent fréquemment cette arme, comme Vincent Bolloré par exemple, puisqu'il est aussi l'actionnaire de l'agence Havas, qui est une des premières agences publicitaires en France. Et donc c'est très compliqué quand il décide qu'il ne veut plus que vous écriviez, qui vous menace tout de suite et le fait savoir à votre direction. Alors, j'enchaîne là-dessus, pardonne-moi, rapidement, puisque c'est précisément le personnage emblématique auquel je songeais. Il est clair que quand vous avez quelqu'un dont les activités portuaires en Afrique sont pour le moins sujettes à caution, que vous entreprenez une enquête là-dessus, et bien que on connaît par ailleurs le réflexe pavlovien de l'intéressé et de son avocat qui, dès lors qu'on ne lui a pas tressé une couronne de laurier, menace, droit de réponse dans le meilleur des cas, procès en diffamation devant la 17e chambre, etc., etc. Si vous n'avez pas un directeur de la rédaction, voire un actionnaire, qui a la virtus latine, la fermeté d'âme suffisante pour dire « eh bien, on y va quand même ». Moi, j'ai des souvenirs très précis là-dessus. Une enquête, donc, précisément sur ces acquisitions portuaires en Afrique de l'Ouest. Une autre, après, sur son implication dans un scrutin en Guinée-Conakry. Et à un moment donné, mon directeur de la rédaction de l'époque, Christophe Barbier, me dit « Bon, Vincent, inutile de te demander si tu es sûr de tes sources ». Ce à quoi je lui réponds, oui, absolument. Il dit, je rappelle quand même le pourcentage de Havas, donc publicité, j'ai dit,
écoute, c'est toi qui décides, mais moi je te dis, on y va. Et on y est allé. Est-ce qu'on ira encore demain? J'en sais rien. Parce que, référence à ce qui a été dit par les uns et par les autres, l'argent, ce n'est pas que le nerf de la guerre, c'est aussi le nerf de l'information. On n'a jamais fait pousser l'herbe en tirant dessus. On ne peut pas faire une enquête en 4 jours, ça n'existe pas. Or, c'est vrai qu'il y a des restrictions budgétaires, c'est vrai qu'il y a des réductions d'effectifs. Moi, je suis arrivé à l'Express, le service Monde, le service international, c'était 12 personnes. Il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas de numéros spéciaux. Maintenant, nous sommes 5 à nous partager la planète, si j'ose dire, ironiquement. Bon. Et donc, si vous avez des actionnaires qui n'admettent pas l'idée que, oui, vous avez une obligation de moyens, mais que parfois une enquête, ça va dans le sable. Parfois, une enquête, ça se perd parce qu'on n'y arrive pas, parce que c'est juste infaisable, etc. Bon, et là, il y a un vrai hiatus culturel entre eux et nous. Un dernier point là-dessus. Même chose, se retrancher derrière le diktat de l'actionnaire, c'est un peu trop facile. Moi, je me souviens quand j'ai présidé pendant une douzaine de mandats la Société des journalistes de l'Express, dans des périodes assez tumultueuses, une OPA hostile du Monde, puis ensuite l'acquisition par Dassault. Il est clair que dans ce type de configuration, on essaye d'appliquer le principe stratégique de la dissuasion du faible au fort. Bien sûr que c'est eux qui ont le pouvoir. Moi, je me souviens d'un aparté avec Yves de Chaise-Martin, autre actionnaire Socpress à l'époque, qui après une réunion du conseil de surveillance auquel j'appartenais en tant que représentant élu de la rédaction, est venu me voir et m'a dit, mais elle avait été un peu rugueuse cette réunion, il dit, mais vous savez que je peux vous virer demain matin? C'est à quoi je lui ai répondu, mais pourquoi attendre demain matin? Faites-le dès maintenant, simplement, vous ne le ferez pas parce que vous savez que le prix politique à payer est pour vous prohibitif. Donc, je veux dire, on a peu de choses entre les mains. Et d'ailleurs, le rapport de force que j'avais réussi à instaurer aussi avec Dassault à l'époque, qui a fini par dire à Jacques Duquesne, président du conseil de surveillance, et à moi-même, en fait, vous me dites que j'ai le droit de payer et de me taire, parce qu'il voulait absolument glisser une chronique hebdomadaire au resco référence. Non, on y a échappé. Ce rapport de force-là, il a glissé en notre défaveur. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout persuadé que j'aurais pu, comme il y a 10 ans, mobiliser la rédaction et faire voter à 95% des motions avec un taux de participation de 97%. Et je ne peux pas en vouloir à mes jeunes confrères. Ils sont dans un état de précarité que j'avais le privilège de ne pas connaître à l'époque. Attends, Vincent, c'est là où il faudrait peut-être aborder la question de l'emprise des groupes industriels qui maintenant détiennent les médias. Dans quelle mesure ça compte sur vous? Parce que c'est une spécificité française. À l'étranger, les groupes de presse sont détenus par des entreprises de presse, ce qui n'est pas le cas chez nous. Dans quelle mesure ça... Là, tu viens tu l'illustrais pas mal. Moi, je peux. Quelque chose à dire? Oui, parce que c'est vrai que c'est un thème qui revient souvent, notamment dans. Enfin, moi, je donne pas mal de conférences, donc je suis souvent en contact avec le public. Et il y a beaucoup d'interrogations sur ce thème. Il y a un discours récurrent qui est diffusé parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons, y compris au sein de notre corporation, sur le thème la presse n'est pas libre, il y a les méchants actionnaires qui nous empêchent de travailler, on est sous pression, etc. Bon. Le fait qu'on ait une presse qui soit effectivement sous la coupe de gros actionnaires parce qu'elle n'est pas assez forte financièrement, etc., ce n'est pas une bonne nouvelle. Personne ne peut s'en féliciter. Maintenant, après, moi je dis il faut voir les choses concrètement. Moi je sais que je fais ce métier depuis près de 25 ans. J'ai été au Parisien, j'étais à l'Express, j'ai été à l'Équipe Magazine, j'ai été à Mediapart, au Monde 2 fois, avec des journaux qui ont des statuts totalement différents ou des actionnaires totalement différents. Moi, je peux dire vraiment que j'ai jamais été aussi libre, mais alors jamais aussi libre de mon écriture, de mes enquêtes, de tout ce qu'on veut, que depuis que je suis revenu au Monde, ce qui est assez symbolique d'ailleurs. C'était en 2011, après que le trio d'actionnaires, qui est plus qu'un duo maintenant, Mathieu Pigasse, Pierre Berger et Xavier Niel, puisque Pierre Berger est décédé récemment, après que ces actionnaires aient donc investi dans le journal. Donc évidemment, j'allais dire l'image un peu caricaturale, ce serait de se dire, ben oui, alors vous allez être plus embêtés maintenant pour enquêter sur Free, pour enquêter sur la Banque Lazare, et puis même, tous ces gens-là ont des réseaux, ont des amitiés, etc. Moi, je peux vous dire qu'on me fout une paire royale, et même pour l'anecdote, lorsque je suis arrivé au journal, donc au printemps 2011, la première enquête qu'on m'a commandée, puisque je venais dans la cellule d'investigation, c'est de m'intéresser aux affaires, entre guillemets, financières de Dominique Strauss-Kahn, qui à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, s'est présenté comme le futur président de la République, ou en tout cas au moins le favori de la primaire de la gauche.
Donc j'ai pas eu le temps de m'y mettre qu'a éclaté quelques semaines après l'affaire du Sofitel, qu'il a éliminé cette fois-ci pour ses frasques non pas financières mais plutôt sexuelles. Mais en tous les cas, c'était assez signifiant puisque par ailleurs, chacun savait que Dominique Strauss-Kahn était parmi les très bons amis de Mathieu Pigasse, donc l'un des actionnaires référence du Monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la direction de la rédaction du journal, les rédacteurs en chef, etc., se moquaient totalement de savoir si l'article allait plaire ou déplaire. À la limite, je pense que ça pouvait les amuser même de pouvoir titiller éventuellement l'actionnaire. Je veux dire par là qu'il y a une frontière qui est totalement étanche, ça je peux vraiment m'en porter garant, au monde, entre les actionnaires et la rédaction. Je ne dis pas que c'est comme ça partout, je dis que c'est comme ça au monde, et j'ai connu d'autres journaux qui en apparence pouvaient symboliser la liberté totale et dans lesquels je me sentais moins libre. Donc je dirais attention aux caricatures, ce qui ne veut pas dire que évidemment il n'y a pas une situation très inquiétante. On parlait tout à l'heure de Bolloré, effectivement, j'allais dire que c'est un de mes clients favoris puisque j'ai écrit un certain nombre d'articles très défavorables sur lui et qu'effectivement, comme l'expliquait Vincent, il attaque systématiquement. Et ça se passe toujours très mal avec son avocat à l'audience. Bon, pour l'instant, on a gagné à peu près tous nos procès contre lui, mais ça met une pression, et de savoir que cette personne-là est à la tête du groupe de médias, c'est évidemment pas rassurant du tout. Et toi, Sophie, je crois que comme journaliste économique, tu la sens, cette pression, plus fort encore que les autres, en tout cas plus fort que les journalistes de politique étrangère. En fait, non, parce que dans tous les journaux, enfin, pas directement sur nous en tant que journalistes, parce que dans tous les journaux où j'ai travaillé, moi, donc à la fois au Monde avant Berger et Pigasniel, à l'Obs maintenant qui a les mêmes actionnaires que Le Monde, hein, et au Figaro où c'était Dassault, je suis restée brièvement, mais on n'a jamais eu directement de coup de fil de l'actionnaire ou d'intervention. Non, mais ça peut se faire de façon détournée. Non, mais en règle générale, je trouve que nos directeurs de la rédaction tiennent bien résistent bien à cette pression et que ça se passe bien et que personne, et pour les raisons que Vincent expliquait, ne joue le jeu là-dessus. En revanche, il y a des positions inconfortables. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous êtes dans un journal du groupe Dassault, le journaliste qui va suivre toutes les questions d'aviation et de défense, il n'a pas le job le plus marrant de la Terre. Hein. Et quand vous êtes dans nos groupes, celui qui suit les télécoms, il n'a pas non plus le plus de... Enfin, il faut qu'il fasse vraiment très attention à ce qu'il écrit, il n'a pas le droit à l'erreur. Mais en même temps, jamais ils n'ont appelé, jamais ils ne sont intervenus sur une enquête. Il y a plus de soupçons. Je me souviens, nous, d'un papier qu'on avait fait, par exemple, sur les travailleurs détachés sur les chantiers de Bouygues. Et on avait été accusé par Bouygues d'avoir été manipulé par Xavier Niel sur cette information et que cet article avait été une commande de Xavier Niel pour faire ça. Et jamais, je ne sais même pas s'il avait vu que l'article était paru. Il y a un point essentiel que vient d'effleurer également Fabrice, d'une certaine manière, c'est la judiciarisation du rapport entre les puissants, quel que soit leur métal, et puis la presse. On peut tuer un journal avec des procès. Il faut savoir que quand on gagne un procès, ça coûte de l'argent. Parce qu'il y a des frais de justice, etc. Exemple très simple. Moi, j'ai une douzaine de procès, y compris avec des chefs d'État étrangers en exercice ou, par exemple, le prince héritier d'une satrapie ouest-africaine. Bon, si je n'avais pas été soutenu par l'Express, il est évident que ma fortune personnelle ne me permettait même pas de payer un avocat ou les droits de justice. Et le jour où je n'ai plus cette confiance, donc ce soutien, il est évident que ma plume est totalement bridée. Donc, je veux dire, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Mais là aussi, pour éviter les caricatures, qui d'ailleurs ont un effet pervers parce qu'elles conduisent beaucoup de journalistes à être dans le fatalisme. De toute façon, n'essayons pas puisqu'on ne peut pas. Moi, ça fait 28 ans que je suis à l'Express. J'ai été, si l'on veut, à la marge censuré une fois. Quelques adjectifs avaient été édulcorés parce que une consoeur qui avait une position de pouvoir chez nous et dont je tairais le patronyme par charité confraternelle avait trouvé que mon portrait de Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, était un peu trop corrosif. Elle est partie 6 mois après, je suis encore là 12 ans après. Donc je veux dire, arrêtons aussi de nous retrancher derrière ça. Les combats perdus d'avance, c'est ceux que l'on n'engage pas. Thibault, tu voulais encore ajouter quelque chose? Oui, sur cette question judiciaire, parce que c'est effectivement super important, et nous qui sommes des petits médias, très vite quand on sort des informations, l'arme du procès est une arme qui est très vite sortie, une cartouche qui est vite tirée. Mais là où on peut se retourner vers le lecteur, puisque ça va être l'objet d'une partie de notre discussion, par exemple, il y a 2 ou 3 ans, Mathieu Mollard et Robin D'Angelo, qui sont 2 journalistes de la rédaction de Street Press, ont sorti un bouquin sur les petites affaires de Monsieur Soral.
Dans la foulée de la publication de ce livre, évidemment, s'en est suivi un procès. Les frais de justice ont été assez chers. Et donc, on s'est retourné vers notre communauté de lecteurs. Street Press est lu à peu près par 1 à 2 millions de personnes par mois. Et donc, on a demandé à nos lecteurs d'abonder une cagnotte. Cette cagnotte a été largement remplie grâce à la charité et au soutien surtout de nos lecteurs. Et ça nous a permis de payer nos avocats. Mais donc, à un moment, voilà, on a aussi cette arme finalement de se retourner vers les citoyens qui nous lisent pour leur demander de nous soutenir pour pouvoir continuer à faire notre boulot et à faire face aux conséquences. C'est ça, on y reviendra tout à l'heure avec la question des lecteurs. On passe maintenant à la deuxième partie de notre conversation, ce sont les relations entre les médias traditionnels et les nouveaux médias, que sont les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un moins ? Chacun assez brièvement, parce qu'on aura encore notre troisième partie. Vincent. Oui, c'est vraiment un sujet qui mobilise énormément de réflexion chez nous tous en ce moment. Je vais peut-être aller un peu à contre-courant du refrain dominant, mais ce que mon expérience m'enseigne ces dernières années, c'est que autant les nouveaux médias pris dans leur globalité, ce qui est évidemment inepte, à commencer par les réseaux sociaux, sont dans des pays à régime autocratique des instruments de subversion, donc de liberté, des vecteurs d'adversité par rapport à un pouvoir. Parce qu'on peut évidemment, à la chinoise, essayer de tout neutraliser, y compris les comptes sociaux, etc. Mais ça ne marche pas. On n'a jamais retenu la mer avec les bras et ce n'est pas demain qu'on va y arriver. Bon, ces gens-là sont connectés, y compris dans des pays qui sont au seuil de la misère, etc. Donc, autant dans des sociétés ouvertes, c'est en tout cas mon expérience, et je serais ravi qu'on me démontre que je fais erreur, trop souvent, les réseaux sociaux sont des instruments de régression démocratique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que pour la France. Oui, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a là une forme d'hystérisation du débat. Vous écrivez un papier sur un personnage. Je vais prendre un exemple très concret. Bon. Il y a, à l'époque où Manuel Valls, d'ailleurs ça ne nous rajeunit pas, est encore Premier ministre et nourrit des ambitions qui apparaissent légitimes à certains d'accéder à la magistrature suprême, il se trouve qu'il a un réseau qui travaille très activement pour lui en Afrique, qui est incarné par un de ses conseillers, ça date de l'époque d'Evry, Canal historique, etc., etc. Et c'est un personnage qui est très mystérieux, très peu connu, mais dont je sais, par mes contacts, notamment en Afrique, l'influence vient. Je fais un portrait qui est intitulé, sans que j'y vois outrage, il s'appelle Ibrahima Diawado Njim, donc Njim, le marabout de Valls. C'est parti dans l'heure qui a suivi, et j'ai eu droit à tous les procès les plus ineptes qui soient sur le fait que le recours à ce mot de marabout, ce qui d'ailleurs au passage dénote l'immense méconnaissance de mes critiques par rapport à ce que représente la figure du marabout dans les sociétés africaines, bref, était quasiment du néocolonialisme et du racisme. Quand 2 mois auparavant, j'avais fait un papier sur Jean-Louis Borloo, le marabout électrique, vous savez, son projet d'électrification de l'Afrique à la Borloo, c'est-à-dire généreux mais foireux, eh bien là, personne n'avait réagi. Donc, je veux dire, et le problème, et je termine vraiment là-dessus, c'est-à-dire que si vous engagez le fer contre ceux qui vous traînent dans la fange sur les réseaux sociaux, vous avez perdu de toute façon. Vous êtes dans la situation de quelqu'un qui est dans des sables mouvants, quel que soit le geste qu'il accomplit, il s'enfonce davantage. Donc, je veux dire ça, et voilà, moi, mon expérience est celle-là, et donc je suis extrêmement sceptique sur cette sorte de nouveau fétichisme où il faudrait se prosterner devant la modernité qu'incarnent les réseaux sociaux. Merci Vincent. Thibault, je ferai exprès de te faire parler en dernier, parce que tu es le représentant de la jeune génération. Fabrice, dis-nous, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis sur la même ligne que Vincent, ça doit sans doute être une question de génération aussi, hein, mais peut-être encore plus extrémiste sur ce thème. Je sais que je suis... moi, j'ai refusé d'être sur Twitter, sur Facebook. Même quand j'étais à Mediapart, on m'avait forcé, entre guillemets, à ouvrir un blog, parce que chaque journaliste doit avoir un blog. Et moi, j'ai dit, mais moi, je fais des articles, je fais pas de blog, ça veut rien dire. Il me dit, oui, mais là, tu peux mettre des choses personnelles. Et je dis, mais je vais pas emmerder le monde avec mes considérations personnelles. Oui. Le type de sujet sur lequel tu travailles te pousse assez peu à t'exposer. Oui, et puis j'ai pas envie. Et puis surtout, j'estime que mon rôle social, entre guillemets, n'est pas de donner à tout le monde mais mon avis sur le dernier film que j'ai vu au cinéma. Donc voilà, c'est bien que j'étais finalement le seul journaliste de Mediapart à ne pas nourrir son blog. J'ai un blog qui est resté vide, hein, avec 0 commentaire, rien du tout, et j'en suis très heureux. Donc après, je ne dis pas que ça doit pas. Enfin, je suis pas contre l'évolution, on va dire. Je parle pas de progrès, mais au moins d'évolution. Ça fait partie
ce nouveau monde. Moi, j'ai 2 filles de 13 et 23 ans qui sont sans arrêt sur les réseaux sociaux, qui s'informent à travers les réseaux sociaux. Donc j'en vois bien, c'est même pas l'utilité, j'en vois bien, oui, qui se désinforment éventuellement. Donc j'en vois bien l'évidence en quelque sorte. Maintenant, moi, j'en vois aussi toutes les limites. Et je suis parfaitement d'accord là encore avec ce que disait Vincent. C'est-à-dire que je pense que c'est un instrument, j'allais dire, de libération ou d'accès à la liberté dans certains pays. Mais dans des pays démocratiques, je pense que c'est pas forcément un progrès de balancer des informations dans la seconde où on les reçoit en 140 signes. Je pense que même c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, il y a régulièrement des erreurs, des âneries qui sont balancées par des journalistes qui ne peuvent pas retenir leur plume, ce que je peux comprendre, ou leur doigt sur le clavier, puisque c'est tentant, on a une information, à qui sera le premier. Donc cette possibilité de nourrir en permanence un débat collectif me gêne. Et par ailleurs, il y a souvent sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle les pseudos, ou en tout cas l'anonymat. Et ce règne de l'anonymat, pour moi, c'est un cauchemar. Voilà. Dans ma profession, je suis encore parti, je vais dire, alors là pour le coup, d'une minorité de chez minorité, c'est-à-dire que moi je combats l'utilisation des citations anonymes. Dans mes papiers, il n'y a jamais de citation anonyme. Parce que je trouve qu'une citation anonyme, c'est comme une lettre anonyme en justice. Ça peut être utilisé à titre exceptionnel dans certaines situations, mais il faut y recourir le moins souvent possible, puisqu'on ne peut pas, lorsque vous utilisez des citations anonymes, en général c'est pour balancer des choses négatives, et les personnes qui sont visées ne peuvent pas se défendre, puisqu'elles ne savent pas qui les attaque. Hein. Sans compter qu'on sait que c'est un procédé journalistique assez courant de mettre entre guillemets sous couvert d'anonymat des choses que le journaliste pense lui-même, mais qui préfère mettre dans la bouche d'un enquêteur, d'un policier, d'une source proche de l'enquête, etc. Donc moi, je combats totalement l'anonymat dans mes papiers, mais a fortiori dans le rapport que je peux avoir avec mes lecteurs. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui a un pseudo, pour moi, il n'existe pas, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Vraiment, la société, j'allais dire, de l'anonymat, c'est quelque chose qui me pose un vrai problème. Encore une fois, on pourrait reprendre la comparaison de Vincent et faire un distinguo entre les pays totalitaires et les pays démocratiques. Je comprends qu'effectivement, en Chine ou dans certaines contrées où on n'est pas en sécurité, il vaut mieux avoir l'anonymat. On est en France, on peut, je veux dire, si quelqu'un veut me prendre à partie, il a le droit de donner son nom et son prénom et pas de trouver un pseudo ridicule. Donc voilà, donc tout ça fait que moi, je sais que ça fait partie du nouvel univers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir, évidemment, mais je vois plus, si vous voulez, les inconvénients que ça emporte que les avantages que ça rapporte. C'est ça. Et toi, Sophie, dans ton domaine ? Moi, je ferai une petite nuance par rapport à la manière dont tu les as présentés en disant que ce sont des médias. Pour moi, ce n'est pas des médias, c'est des plateformes. Donc, vous allez sur Facebook, vous allez sur Twitter, vous allez sur Instagram, Snapchat, et vous regardez ce qui se dit. Et c'est un média quand derrière, il y a un journaliste ou quelqu'un dont vous savez qu'il a filtré l'information, qu'il a évalué l'information et qu'il ne l'envoie pas n'importe comment. Alors moi, je les ai trouvés super utiles et j'ai vraiment découvert leur puissance à un moment bien particulier. C'est quand il y avait toutes ces négociations sur la dette grecque, par exemple. Ce qui est assez formidable quand vous êtes à Bruxelles et qu'il y a des négociations, c'est que le journaliste grec va être proche du ministre des Finances grec ou des fonctionnaires du Trésor grec qui négocient, l'allemand des fonctionnaires allemands, le français des Français. Et donc, quand vous suiviez sur Twitter toutes ces discussions sur la dette grecque, c'est presque comme si vous étiez dans la salle où les négociations avançaient. Mais vous accordiez de l'importance à ce que ces gens disaient parce que vous saviez qui était derrière l'information qui était donnée. Donc ça, c'était vraiment très bien. Ce n'était pas l'anonymat que dénonce Fabrice. Voilà. Et tout de suite, on avait une plateforme européenne, l'information circulait bien, vous pouviez voir les points de vue des uns et des autres, et vraiment, c'est formidable. Et donc, dès qu'il y a une situation internationale, ça vous donne une finesse d'analyse qui est démultipliée. En revanche, il faut vraiment savoir ce qui se passe derrière, parce que vous avez des sociétés maintenant, donc ces agences de communication dont je vous parlais, qui peuvent être à l'intérieur des entreprises ou bien qui peuvent être des agences dédiées, qui ont des équipes de journalistes, entre guillemets, en batterie, qui produisent des contenus qui sont diffusés comme si c'était des informations sur les sites, sur les pages. Certains créent des sortes de médias, une lettre de la mode ou une lettre de l'aéronautique, et vous avez l'impression que ce sont des informations libres, estampillées, qui viennent de journalistes, mais qui sont en fait du contenu produit
et vérifiés, estampillés par les entreprises et qui sont diffusés. Vous avez aussi des blogueurs, et il y a un domaine où il y a deux domaines où les blogueurs sont très connus pour être complètement achetés par les marques et payés pour produire ce qu'ils écrivent. C'est le domaine de la cosmétique, donc pour tous les maquillages maintenant, les jeunes filles, les femmes regardent des petites vidéos, comment se maquiller, comment faire son contour de visage et tout ça. Et toutes ces blogueuses, elles ont un agent. Cet agent, c'est la société Webedia, qui est la société de Marc Ladret de la Charrière, dont on a entendu parler dans l'affaire Fillon. Et ces blogueuses, elles sont payées par les marques de cosmétiques pour dire j'utilise la poudre machin, le mascara truc et tout ça. Et c'est la même chose beaucoup sur les blogs de voyage ou sur les blogs sur les critiques de gastronomie. Donc encore une fois, là, il faut vraiment savoir si vous avez affaire à un journaliste indépendant, si vous avez affaire à un blogueur, et il faut maintenant même faire attention quand vous regardez les pages internet des journaux, parce que certains acceptent de se prêter au jeu du brand content, c'est-à-dire d'écrire des sujets de manière plus ou moins indépendante, parce que à côté de ce brand content, il y aura du contenu publicitaire. Voilà, et tout ça, donc pour l'instant, on a la médiation des journaux qui essayent quand même de maintenir un certain ordre dans tout ça, mais quand les informations vous arrivent directement par les moteurs de recherche, par Google ou vous arrivent par Facebook, comment vous pouvez savoir? Et si en plus c'est une marque que vous aimez bien, vous n'êtes pas forcément suspicieux, au contraire, vous avez envie qu'on vous renforce dans l'amour et l'appréciation de cette marque. Merci Sophie. Thibault, je me tourne vers toi. Alors, est-ce que les réseaux sociaux sont des nouveaux médias? Est-ce que ce sont des médias? Alors, je ne me ferai pas forcément complètement l'avocat du diable, parce qu'en vérité, je partage la plupart des choses que vous avez évoquées. Simplement, oui, les réseaux sociaux sont un gigantesque bordel dérégulé. Oui, les réseaux sociaux sont dirigés par des entreprises à 95% américaines, avec le corpus idéologique et économique qui va avec. Effectivement, beaucoup de médias, de structures se brûlent un peu les ailes en faisant du brand content, en floutant la frontière entre information et publicité. Ça pose des questions éthiques. Aujourd'hui, par exemple, Facebook paye des grands journaux comme Le Monde, l'Obs, l'Express aussi, il me semble, arrose aussi les grands médias internationaux. En donnant de l'argent à ces médias, il demande à ces médias de produire du contenu spécifiquement pour Facebook. Et ça pose aussi un problème démocratique. Voilà. À partir de quand la frontière entre je considère Facebook finalement comme une chaîne de télé qui achète du contenu à des producteurs, ce que font la plupart des chaînes de télé, et je considère Facebook comme un vecteur qui capte l'audimat, qui le retient et qui surtout en fait ce qu'il a envie d'en faire. Voilà, la frontière est compliquée, d'autant qu'ils ne payent pas leurs impôts en France et que leur siège est en Californie. Donc ça pose quand même beaucoup de questions, sauf que à notre petit niveau, rien ne nous empêche d'enquêter sur ces géants les GAFA et les réseaux sociaux et de les combattre d'une certaine manière. Rien n'empêche non plus de les prendre à leur propre jeu, parce que certes, ils sont très puissants, ils ont beaucoup d'argent, mais on arrive aussi des fois à retourner la machine. Et par exemple, souvenez-vous de l'affaire des seins sur Facebook. Alors Facebook, comme c'est très pudique et très américain, floutait systématiquement, voire censurait toutes les poitrines féminines qui pouvaient apparaître sur les réseaux sociaux. Alors quand on parle de pornographie, c'est peut-être pas mal, mais quand on parle d'art antique, c'est un peu plus compliqué. Il y a tout un mouvement de blogueurs, de citoyens, de gens, d'utilisateurs qui se sont opposés, et Facebook est revenu un petit peu en arrière. Mais pas par philanthropie, parce que c'est des utilisateurs, donc des consommateurs, donc des gens qui lui font gagner de l'argent, qui ont gueulé. Donc c'est là où il y a aussi un truc à jouer sur un équilibre entre les plateformes qui sont effectivement surpuissantes, les lecteurs et les journalistes, et tout ça est un jeu à 3, voire même à 4, parce qu'il y a l'autorité régulatrice aussi. Il y a un point, sur lequel je voudrais insister très très brièvement. Moi, j'ai eu la même réflexion que Fabrice. J'ai hésité. Puis bon, maintenant, j'ai un compte Twitter, ça m'amuse parce que de temps en temps, je peux balancer des calembours. Et puis parfois des choses un peu plus sérieuses. J'ai un blog sur l'Afrique parce que c'est un mode de communication avec le public, à la fois en France et à l'étranger, qui est quand même d'une très grande fluidité, une très grande réactivité. Bien, très bien. Et j'enseigne à mes étudiants ce principe très simple. Je leur dis, il faut maîtriser les outils pour n'être pas asservi par eux. Donc je suis vraiment dans cette logique-là. Maintenant, j'ai quand même un petit souci avec le film introductif de tout à l'heure. Quand je vois apparaître au milieu de ce sujet le visage d'Edward Snowden, je suis navré. Pour moi, ça n'est pas l'icône indépassable de la liberté guidant le peuple.
peuple. On a omis de dire où se trouve M. Snowden maintenant. Il est à Moscou. Alors, on va nous expliquer qu'il est à Moscou parce que sinon, il serait... voilà. Oui, mais simplement, on peut avoir le choix de ne pas se laisser instrumentaliser par un régime totalitaire. Or, je suis au regret de dire que Snowden, que moi personnellement je ne totémise pas, qui n'est pas mon héros professionnel, a d'une certaine manière ressuscité et rajeuni la figure léniniste de l'idiot utile. Bon, c'est rudement dit, mais chacun a le droit d'avoir son opinion. Nous passons maintenant à la dernière partie parce qu'il ne nous reste que 10 minutes avant de passer aux questions-réponses. Dans cette presse, ce métier, cette profession en crise, quelles sont les solutions ? On est tous plus ou moins d'accord que ça va passer par le lecteur, d'une façon ou d'une autre, mais comment procéder ? Qu'est-ce qui veut prendre la parole à ce sujet ? Oui, moi je veux bien, Florence, parce que ça... C'est ce que je comptais dire pour reprendre la parole, et en fait ça vient parfaitement en liaison avec la dernière partie, c'est que je pense qu'il faut clarifier un point qui est un petit peu sous-jacent dans nos discussions, un petit peu dans le film, qui était très, très bien fait par ailleurs, qu'on a vu tout à l'heure, mais dont la fin m'a un petit peu inquiété. Je m'explique, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a aujourd'hui une légère confusion dans l'esprit du public, parce que nous, médias, sans doute l'entretenons, entre finalement ce qu'est le journalisme ou ce qu'est être journaliste et ce qu'est ne pas l'être, et par exemple ce qu'est être un citoyen. Pourquoi je dis ça ? Parce que jusqu'alors on a vécu dans une période, et je pense pour moi elle devrait perdurer, dans laquelle les journalistes étaient en quelque sorte des prescripteurs, des spécialistes, des gens qui étaient des professionnels, des gens qui étaient formés pour dispenser entre guillemets un savoir que les citoyens s'appropriaient. Exactement, j'allais dire comme un chirurgien, comme un enseignant, etc. Ce sont des gens qui sont formés, qui sont spécialisés et dont le public a besoin dans certaines situations, bien entendu. Or là, on voit bien qu'il y a une espèce de, je ne sais pas si c'est une dérive, mais encore une fois une évolution au moins, qui fait que la frontière entre les journalistes et les citoyens est en train de se brouiller. Et je pense qu'il faudrait clarifier les choses. C'est-à-dire que soit on pense, et c'est mon avis, que le journalisme, ça reste un métier, et que tous journalistes, ça veut dire plus de journalistes. Hein, c'est ça, tous journalistes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de journalistes, puisque si tout le monde est journaliste, ça ne sert à rien de définir le journalisme en quelque sorte. Donc, soit c'est un métier, et auquel cas, il faut faire le distinguo entre les citoyens et les journalistes. Ça ne veut pas dire qu'on est une élite, ça veut juste dire qu'on n'est pas tous chirurgiens-dentistes, par exemple. Je ne dis pas ça seulement parce que ma femme est dans la salle et qu'elle est dentiste. Il ne vaudrait mieux pas que j'emprunte son fauteuil pour soigner ses patients. Mais justement, je pense que c'est la même chose, c'est une spécialité. Ou alors, mais il faut l'assumer et le dire tel quel, ou alors on pense que finalement, aujourd'hui, comme on a tous des téléphones portables, comme on a tous accès aux connaissances, à Internet, que chacun dans son coin peut finalement enquêter, eh bien, la frontière doit disparaître. Pourquoi pas ? C'est une forme de cohérence. Je suis totalement opposé à cette idée-là, mais en tous les cas, je pense qu'il faut clarifier les choses, parce que sinon, on va être dans une ambiguïté qui peut avoir comme conséquence le fait qu'on se pose une question sans se rendre compte qu'on a déjà la réponse. Je veux dire par là, si on se demande comment faire pour retrouver des lecteurs et qu'en même temps on se dit il faut aller de plus en plus vers les lecteurs, les associer et faire qu'ils soient aussi journalistes, faut pas s'étonner qu'on n'ait plus besoin de lecteurs, ou plutôt que les lecteurs n'aient plus besoin de nous, puisqu'évidemment les lecteurs sont aussi des journalistes. Donc si les lecteurs sont aussi des journalistes, ils vont plus nous lire puisqu'ils n'ont plus besoin de nous. Or moi je pense qu'il faut remettre les choses à leur place, remettre chacun à sa place. Le lecteur qui peut avoir un droit de regard, un droit de critique, tout ce qu'on veut, ça c'est très bien, des échanges avec le public, comme là d'ailleurs, formidable. Mais il y a un moment, il y a une frontière qui doit être marquée ou remarquée. Je pense qu'elle a un peu disparu, qu'elle est brouillée. La frontière est devenue d'autant plus poreuse avec l'avènement d'Internet et l'apparition des blogueurs. Et je te rappelle que Le Monde a été le premier, dans sa chronique du Médiateur, il y a déjà des années, à éternellement, chaque semaine, reparler des journalistes citoyens que sont les blogueurs. Et ça me faisait hurler. Parce que je me disais, nous sommes tous des citoyens, mais nous ne sommes pas tous des journalistes. Exactement. Absolument. Mais ça, c'est dur à entendre, tout à fait, à admettre. Mais dans chaque métier, maintenant, l'avènement d'Internet a fait ça. Les architectes se plaignent de ça. Dans tous les métiers, Internet permet à chacun de se prendre pour un spécialiste. Oui, alors qu'Internet est un outil absolument formidable. Et pour les journalistes, moi, j'ai vraiment connu... Puisque je suis plus tout jeune, j'ai eu la chance de connaître toutes ces périodes-là, les périodes où on allait aux archives d'un journal pour retrouver des vieilles coupures de papier, etc. Alors qu'aujourd'hui, un clic et on a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer comme documentation. C'est fantastique, faut pas dire. Alors là, pour le coup, c'est pas une régression, c'est un progrès extraordinaire. Mais comme tout nouvel outil, il y a aussi des aspects négatifs. Il peut être utilisé à des fins qui sont contestables. Et en l'occurrence, effectivement, cet accès
à des documents, à tout ce qu'on veut, peut donner l'impression qu'on est tous journalistes. Non, tout le monde n'est pas journaliste. Et je conclurai avec l'exemple qui était sur Snowden tout à l'heure, mais il y avait un autre personnage qu'on voyait, que j'allais dire encore pire, ou en tout cas que je conteste vraiment, moi, c'est Julian Assange. Parce que là, oui, Julian Assange, donc c'est Wikileaks, et c'est quoi l'idée? C'est qu'on récupère des documents, la plupart du temps volés, mais passons, j'ai publié moi-même des documents qui avaient une origine illicite, je l'assume en tant que journaliste, et on les balance dans le grand public sans aucun traitement, sans aucune hiérarchie, avec, dans les documents qu'on publie, des choses qui sont très intéressantes, passionnantes, qu'il fallait révéler, et d'autres choses qu'il ne fallait surtout pas révéler, parce que ça met en cause la sécurité de personnes, etc. Et là, on voit bien la différence entre... je récupère des documents, je les balance comme ça parce que je ne suis pas journaliste. Et le travail, par exemple, que j'ai fait avec Gérard Davet sur l'affaire SwissLeaks, on a récupéré absolument tous les comptes des personnes qui avaient un compte chez la HSBC pendant des années et des années. Il y avait des centaines de milliers de noms. Et si on n'avait pas fait un travail de journaliste, on aurait balancé les noms comme ça en pâture. Ce qu'on n'a pas fait. À la fin, on a fait un tri, on a décidé de publier certains noms qui étaient significatifs et sur lesquels on avait enquêté. Donc oui, je le maintiens. Tout le monde n'est pas journaliste et il faut garder cette spécificité, vraiment, dans l'intérêt du lecteur. C'est ça. Alors, ce qui est très inconfortable, c'est que fatalement, on encourt un procès en corporatisme générationnel quand on tient ce discours. Eh bien, j'assume. C'est-à-dire que moi, quand on m'explique qu'il y a un débat théologique aujourd'hui entre le journalisme de l'offre et le journalisme de la demande, je ne sais pas ce que c'est que le journaliste de la demande. Si le journaliste de la demande, Roland Quérol faisait allusion dans son préambule aux algorithmes, je n'aurais pas anticipé là-dessus, mais si on m'explique à la conférence de rédaction, écoute Vincent, ce que le public attend, par quel canal, par quel outil, voir, c'est ça, donc tu vas nous faire un truc sur la mode de la capuche dans tel quartier de Paris, ça veut dire que dans les semaines écoulées, je ne couvre évidemment pas le périple initiatique de Macron en Afrique. Je ne vais pas faire une enquête sur la xénophobie dans les townships en Afrique du Sud. Je ne vais pas faire un portrait en situation de George Weah au Libéria, etc., etc. Non, moi je suis navré, je reste convaincu que si l'on fait bien notre travail, il faut continuer dans un journalisme de l'offre. Après, le lecteur, ça ne lui plaît pas, il a 1000 options pour aller voir ailleurs et faire autre chose. Donc, et enfin, dernier point sur les outils et tout ça, et la tyrannie technologique, c'est que moi je dis toujours à mes étudiants, essayez d'être au moins aussi smart que votre smartphone. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous aurez le dernier cri de la technologie que vous ferez d'un tocard un Pulitzer. Ce qui fait un bon journaliste aujourd'hui, c'est ce qui faisait un bon journaliste sous Théophraste Renaudot. C'est la curiosité, la rigueur. Et là où il y a une vraie difficulté, c'est que au fond, vous courez un 100 mètres à côté de quelqu'un libre comme l'air, et vous avez un poids de 50 kilos à chaque pied. À un pied, c'est la rigueur, à l'autre pied, c'est la vérification. Et vous combattez dans une arène où vous êtes confronté à des gens qui n'ont absolument aucun compte à rendre à la vérité, à la rigueur. Donc non, encore une fois, je suis totalement d'accord. Je ne sais pas si le journalisme s'enseigne, mais je sais qu'il s'apprend. Et l'idée du tout journaliste, je considère que c'est un des plus beaux exemples de démagogie basiste des années écoulées. Thibault, je vais te donner la parole là encore en dernier. Je voudrais déjà l'opinion de Sophie là-dessus. Moi, j'ai envie de faire un petit mea culpa quand même sur le côté journaliste de l'offre, journaliste de la demande. Donc, ok, il ne faut pas écouter ne pas répondre uniquement à ne pas être des putaclics, quoi, ne pas faire ce qui marche bien sur les réseaux sociaux. D'accord, mais en même temps, il y a un truc qu'on a vraiment complètement perdu, nous, journalistes, c'est que quand vous regardez les grands médias, les médias nationaux, on n'a plus du tout de réseau de correspondants. Quand j'ai commencé au Monde, ou quand j'ai commencé de correspondants en province, pas de correspondants à l'étranger. Quand j'ai commencé aux Échos ou au Figaro, même à l'étranger, ça se réduit, au Monde, on avait des réseaux de correspondants dans toute la France. Aujourd'hui, ces médias nationaux n'en ont plus. Et donc on s'est un peu coupé de certaines histoires, d'une certaine vitalité du pays qu'on voit quand on va dans nos familles, quand on va avec nos amis, mais on n'est plus présent, quoi. Tu veux dire on est trop parisien, on est beaucoup trop parisien. Et donc si on peut finalement, comme on n'a pas les moyens financiers de remettre
ce réseau de correspondants. Au fond, si on avait un réseau, quelqu'un me disait l'autre jour, vous devriez utiliser les retraités. Il y en a plein, il y a des jeunes retraités qui seront prêts à vous donner de l'information. Oui, mais il faudrait peut-être les former. Voilà, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ce filtre, ces règles, ces chartes qu'on a dans nos rédactions, qu'on soit à travers le même... Et puis bon, en même temps, on ne fait pas travailler les gens gratuitement, donc je trouve qu'il faudrait trouver un système. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus... faut réfléchir, quoi, parce qu'on s'est un peu coupé de nos lecteurs parfois, donc de ce point de vue-là. Et sur l'autre chose sur laquelle on a déjà perdu une bataille avec ces réseaux sociaux, avec les GAFA, c'est que toute la publicité sur Internet leur profite d'abord à eux. Elle est partie. C'est d'abord Google, Facebook la publicité qui vous arrive sur les sites Internet. C'est essentiellement eux qui en touchent les revenus et plus tellement les journaux. Sophie, tu pourrais nous rappeler, si tu l'as en tête, la part de la publicité dans les revenus d'un journal, par exemple l'Obs, par rapport aux abonnements ou aux achats en kiosque? Tu dirais que c'est quoi? C'est la moitié, les deux tiers? Je vais être terrible, mais je ne le sais même pas. C'est peut-être pas anodin, mais je ne veux pas savoir. En moyenne. Moi, je me souviens très bien parce que c'était un débat quand je présidais la CDC des journalistes. Il y a une période euphorique où on refusait des pages de pub. C'était quasiment vendu en enchères. C'est fini depuis longtemps. 60% des recettes de l'Express. Aujourd'hui, c'est à peu près de 10 à 12%. Voilà. Et j'ajoute un autre phénomène, c'est que le glissement entre la pub classique papier et la pub numérique n'est absolument pas équitable. C'est-à-dire qu'il y a une déperdition considérable. On ne retrouve pas en bandeaux numériques, qui sont d'ailleurs vécus comme parasitaires par les internautes et par nous aussi, ne serait-ce que le quart de ce qu'on a perdu en publicité. Ça n'a pas la même valeur. Thibault, donne-nous le mot de la fin. Ouais. La solution. Ça fait beaucoup pour un seul homme, une solution à la crise de la presse et à la liberté, tout ça. Mais non, juste pour en revenir au lecteur, finalement, c'est un exemple que j'aime bien. Il vaut ce qu'il vaut. Vous me pardonnerez de l'utiliser, mais je vais vous parler de rap, juste pour illustrer ce truc-là. Aujourd'hui, le rap français, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est la musique la plus regardée, écoutée, achetée, la plus consommée en concert, téléchargée légalement, illégalement, de la France, de l'Europe, et puis aux États-Unis, je vous en parle même pas, en langue américaine, évidemment. Je crois que Le Monde s'y est mis récemment en faisant un portrait de Damso, qui est une sorte de rapport pornographique, mais passons. Et le portrait était... Alors, c'était rigolo de voir Le Monde le faire, c'est très bien que Le Monde s'y mette, mais sincèrement, le portrait, tous les gens qui écoutent Damso, ça les a fait beaucoup rire, quoi, parce que la personne découvrait Damso, c'était génial d'ironie et de distance. Et c'est simplement pour dire que le lecteur, on l'a peut-être un peu tous collectivement zappé ces dernières années, et je trouve que c'est très dommage. Les réseaux sociaux peuvent nous permettre, avec toutes les limites que vous avez posées, que je partage complètement par ailleurs, hein, mais ça nous permet aussi peut-être de le ramener un peu au centre en l'écoutant un petit peu plus dans ces thématiques. Je parle de thématiques à traiter. Aujourd'hui, traiter du rap, c'est vital en fait. Vital à la fois pour la culture et l'industrie culturelle, mais vital aussi sur ce que ça raconte de notre société, sur ce qu'écoutent les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, et ce qui va certainement les suivre. Et dans 50 ans, sur Nostalgie, il y aura du Damso et du Booba. Donc c'est quand même ça l'avenir, quoi. Voilà. Et donc ça raconte quelque chose de la société. Et juste pour terminer sur un exemple aussi, chez Street Press, on a monté il y a 2 ans, en 2015, quelque chose qui s'appelle Media Maker, qui est une forme de programme qui permet on demande à des jeunes journalistes, des jeunes entrepreneurs, éventuellement des citoyens, de nous proposer des projets de médias. Et puis ensuite, on travaille avec eux, on en sélectionne un certain nombre et on essaye de construire ensemble un projet médiatique. Cette année, par exemple, un des lauréats de Media Maker, on est très fiers de les avoir suivis et soutenus avec de petits moyens, mais en mettant beaucoup d'humains à l'intérieur de tout ça. C'est un média qui s'appelle Mediapie. Et Mediapie, ce sera, quand ils vont se lancer en début d'année prochaine, le premier et le seul média Internet intégralement bilingue, français, langue des signes française. Et en fait, ça fait des années qu'on parle des problèmes thématiques, du handicap, etc. Il n'y a pas un média qui a fait un effort là-dessus. Pas un. Et c'est quand même complètement fou. On parle de gens qui sont quand même plusieurs millions à avoir quelques problèmes d'audition dans ce pays. Entre les sourds natifs et ceux qui deviennent sourds avec l'âge, on parle quand même de beaucoup de gens. Et il n'y a pas un média qui a fait un vrai effort de masse. Il a fallu que ce soit des gens qui viennent toquer à la porte de streetpress.com, petit média, pour nous dire filez-nous un coup de main pour qu'on monte un média. C'est un enjeu démocratique. Et
C'est en ça que, là, encore une fois, c'est le lecteur, finalement, qui est venu nous voir. Le lecteur avec des ambitions journalistiques, avec des envies de décloisonnement. Bon, après, on tombe dans la thématique du handicap, etc. Mais moi, je trouve ça fou que ce ne soit pas de grosses institutions, de grandes institutions qui se soient emparées de ce sujet-là, massivement. Voilà. Et c'est juste pour illustrer que le lecteur, quand il est remis un petit peu au centre, en tout cas, on peut lui adresser des thématiques, des formes journalistiques qui peuvent le toucher et donc le convertir, quoi, un petit peu finalement en client, pardonnez-moi le terme, mais on a quand même besoin de lecteurs pour vivre. Voilà. Mais client veut tout dire avec les risques que ça. Oui, juste un petit mot, je ferai très très court, mais je voulais juste défendre ma collègue que je connais d'ailleurs pas spécialement du Monde qui s'occupe du rap. Parce que justement, moi, ça me surprend toujours, mais dans les colonnes du Monde, il y a une journaliste qui fait quasiment que des papiers sur le rap et depuis des années. Donc, je veux dire, après, comme je suis pas très rap, voilà, je suis resté MC Solar, on va dire, donc ça fait très très vieux. Pour le reste, c'est pas mon truc. Mais ce que je veux dire, c'est que, je trouve que c'est presque, le Monde pourrait presque encourir le reproche inverse, c'est-à-dire de donner finalement pas mal d'importance, je pense, à un genre musical qui, à mon avis, on parle de l'économie de l'offre et de la demande, à mon avis, n'est pas celui qui est le plus prisé par le lecteur moyen du monde. Enfin, d'après ce que je comprends des études de lectorat. En tout cas, c'est vrai ce que disait Thibault, que le Monde ou aucun des grands médias traditionnels n'a fait vraiment d'efforts pour ce qui est la question du handicap. Il est peut-être temps de passer...